Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Bonjour, madame. Bonjour tout le monde. Alors, vous êtes là? On commence? Alors, on va commencer. C'est bon? Vous m'entendez? Vous voyez l'écran? On commence? Oui, oui. Ok. Alors, bonjour. Je suis de nouveau Amine Laoud. Normalement, j'ai enseigné avec vous tout ce qui est le fondement multimédia. Aujourd'hui, on va faire ensemble le web, introduction au web, tout ce qui est langage de programmation web. Alors, on va commencer avec une petite introduction pour présenter les composants de web, pour présenter quelques architectures. Après, à chaque fois, on va faire un langage de programmation web et on va essayer de programmer, de créer des outils web. Je ne sais pas si vous avez des backgrounds ou si déjà vous avez fait du web en licence ou je ne sais pas, mais en tout cas, je vais commencer d'un niveau débutant. Alors, commençons par donner quelques définitions. Tout le monde, lorsqu'il dit web, tout le monde dit l'Internet. C'est quoi l'Internet? Il désigne un réseau informatique. Il constitue des couches pour faire l'interconnexion et pour communiquer, pour échanger entre les personnes, entre les entreprises, c'est un moyen de communication. Mais réellement, il désigne un réseau informatique. Il y a dedans vraiment une infrastructure importante. Il y a des couches, il y a tout un mécanisme pour faire l'interconnexion de plusieurs réseaux où on peut connecter des réseaux nationaux, régionaux, privés, etc. Alors, le plus important que l'Internet permet le transfert d'informations. Il y a des protocoles, il y a, comme je viens de dire, il y a dedans des mécanismes, des couches, des protocoles pour faciliter le transfert d'informations. De nos jours, je pense qu'il n'y a qu'une personne qui n'a jamais utilisé l'Internet. Et l'Internet, il est utilisé dans
messagerie électronique, les emails, transfert des fichiers, le web pour consulter des sites électroniques, pour voir des films, pour faire du commerce électronique. Je pense, il est partout. Surtout aussi avec l'apparition de Covid, Oui, oui, pas de problème? Pas de problème, madame. Ah, ok. Qu'est-ce que je viens de dire? Alors, surtout avec le Covid et l'apparition de Covid, on était obligés tous à utiliser l'Internet, à étudier avec l'Internet, là où il y avait le e-learning. Ça fait longtemps, mais on était obligés tous à utiliser le e-learning. Tous. Ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas, ceux qui est euh, applicable ou maniable à l'Internet ou non. Tout le monde, les petits, les écoles, les instituts, même au niveau travail, tout le monde il était obligé d'utiliser le travail à distance, ce qui justifie l'importance et le rôle de l'Internet. Réellement, il y a un peu d'historique. D'habitude, les outils de communication avant, il y avait le fax, le télégramme, mais de nos jours, je pense, tout le monde utilise l'Internet. Il y a même des gens qui n'utilisent plus la ligne téléphonique, ils utilisent le WhatsApp, le Messenger pour communiquer. Donc, cet outil-là, il nous fournit des services, et il nous fournit des offres pour faire transmission des emails, des courriers, consultation des pages web, stocker les informations, consulter des films, des contenus, écouter de la musique, voir des vidéos, faire jouer, gaming, faire la réalité virtuelle, faire des visites virtuelles. Tu peux, pour faire booking pour un hôtel ou pour louer un appart ou une villa pour l'été, tu peux faire une visite virtuelle de chez toi sans te déplacer. Donc, réellement, l'Internet résulte du croissement de deux technologies. Il y a la première technologie, tout ce qui est télégraphe, radio, téléphone, avec les outils numériques qui sont calculatrices, les consoles, l'ordinateur. Puis, il y avait l'apparition de technologies télécommunications numériques, le fax, le modem, la ADSL, le Wi-Fi. Donc, à chaque fois, il y a des mises à jour. C'est ça l'informatique, et toujours, il y a des mises à jour, il y a toujours des gens qui travaillent dedans. Comme par exemple au niveau réseau, avant il y avait le 3G, le 4G, et toujours ils font des améliorations et des updates et des mises à jour pour faciliter les tâches et donner plus d'avantages. Donc, réellement, l'Internet, c'est un outil de télécommunication, c'est un outil pour communiquer, c'est un outil numérique. Il nécessite nécessairement un émetteur où il y a ou qui va envoyer l'information. Il y a le canal pour transporter l'information. Il y a le récepteur qui va recevoir l'information et interpréter l'information. Donc, réellement, il est basé sur le même principe d'un outil de communication. L'apparition de l'Internet, même elle a passé par plusieurs étapes. Avant, il y avait le modem. Donc, pour avoir l'Internet, il faut la ligne téléphonique. Oui, on fait l'ADSL, le modem. Puis, avec le fil, puis l'apparition de son fil Wi-Fi. Donc, à chaque fois, il y a des mises à jour. Ce que justifie, puisqu'il y a des mises à jour, donc il y a des gens qui travaillent arrière et ils font du travail, ce qui justifie que cet outil-là
il est demandé et il est utilisé. Donc, il faut faire des mises à jour pour donner plus des avantages à les utilisateurs. Les formats fichiers utilisés sur Internet, les documents texte, HTML, PDF, TXT, les images, PNG, JPEG, GIF, les fichiers audio, MP3, WAV, les fichiers audio. Donc, il y a normalement, on peut utiliser n'importe quel fichier. Rien que si le fichier il est de taille importante, donc on ne peut pas Oui, oui, qu'est-ce qu'il y a? Juste inviter les étudiants, c'est ça. Ok, parce que s'il y a un problème, vous pouvez m'interrompre si vous ne m'entendez pas. Non, non, non. Ok. Non. Qu'est-ce que je viens de dire? Alors, qu'est-ce que je viens de dire? Alors, il y a plusieurs fichiers qui sont utilisés, partagés sur Internet. Donc, on peut partager n'importe quelle information. Juste, il y a le problème de critères de stockage. S'il est de taille importante, peut-être ça pose problème d'être transféré ou peut-être d'être stocké sur l'Internet. Mais comme je viens de dire, il y a toujours des travaux à faire et des recherches et des améliorations à faire. Déjà, euh, de stocker dans le mail, avant, on ne peut pas stocker plusieurs informations. Maintenant, il y a tout ce qui est Drive et tout ce qui est des outils de stockage sur le web de taille importante. Même maintenant, il y a des gens qui achètent des, des, des parties sur l'Internet pour sauvegarder leurs informations, pour ne pas risquer de les perdre sur un flash disk ou un disque dur lorsque ils sont des informations importantes. Donc, ils font la location, allouer une partie dans l'Internet pour, euh, pour sauvegarder leurs informations sur le web. Maintenant, passons au web. Donc, il y a l'Internet ou il y a le web. Donc, l'Internet, c'est un réseau d'ordinateurs. Il constitue réellement le support physique, c'est le réseau. Donc, réellement, le réseau, c'est constitué par des serveurs et des ordinateurs reliés entre eux qui essaient de communiquer, de partager, d'échanger les informations selon le principe d'hypertexte. Alors, ce réseau-là, d'échange et d'échange d'informations, il s'appelle le World Wide Web, le web. Donc, on ne doit pas être confondu entre le web et l'Internet. Donc, l'Internet, c'est le réseau informatique que le web utilise les protocoles pour donner des services et donner des offres et des fonctions à utiliser. Donc, le web, le 7WW, c'est l'abréviation de World Wide Web. C'est la toile d'araignée mondiale. Donc, cette toile-là, il est interconnecté. Ce système-là est constitué par des documents hypertextes. Donc, l'échange dans le web, c'est avec ce qu'on appelle l'hypertexte. Le clic nous emmène dans une autre page reliée par des liens hypertextes. Là, on peut échanger des documents, texte, images, son, vidéo. On peut échanger des documents multimédia. Lorsqu'on dit web, on dit c'est un système hypertexte qui fonctionne avec l'Internet. Donc,
tu as le web, tu utilises l'Internet pour consulter, consulter des sites ou des pages qui sont hébergés en ligne. Donc, OK, il y a le web. Si tu n'as pas de l'Internet, donc tu ne peux pas consulter le web. Donc, le web, c'est le service, c'est le système. Et l'Internet, c'est l'outil avec lequel on va utiliser ces services-là. Donc, ce qui est important dans le web, c'est de savoir que c'est un système contenant des documents liés par des hyperliens. Un document hypertexte, c'est un document qui contient des hyperliens. Déjà, on va voir, lorsqu'on va commencer à programmer, dans le HTML, on va créer des balises, on va créer des fonctions qui font le lien d'une page à une autre ou par exemple, de se positionner en haut de la page ou en pied de la page. Toutes ces fonctions-là, ils sont faites avec les hyperliens. Le web, il est perçu comme une plateforme. Il s'appuie sur l'intelligence. Il propose des interfaces souples, légères. Ou le plus important, il se libère de l'ordinateur personnel. C'est-à-dire, moi personnellement, lorsque j'ai traité ou j'utilise moi personnellement, lorsque je rédige des rapports ou par exemple lorsque j'ai rédigé mon manuscrit de thèse, je ne vais pas rédiger sur Word ou sur LaTeX sur mon PC personnel. Non, il y a une plateforme ou ce qu'on appelle Overleaf. C'est un éditeur de texte sur net, sur Internet. Donc, j'accède à cette plateforme-là et j'écris. Il y a plusieurs avantages. C'est quoi ces avantages-là? Premièrement, je peux les partager avec mes encadrants. Donc, lorsque j'ai des corrections à faire ou des remarques, il va me donner des remarques. C'est pas la peine de se déplacer et faire des réunions directes. Donc, juste, il consulte les pages, où j'ai rédigé le rapport, et il peut modifier directement sur cette page-là. Et même, je le vois qu'il est connecté et on est en train de travailler ensemble sur le rapport. Donc, c'est vrai que moi, j'ai donné le droit d'accès pour modifier. Il peut juste consulter. Aussi, parfois, lorsque je suis pas à la maison ou je sais pas, ou je suis en déplacement, j'ai pas de PC avec moi, il m'appelle pour me donner des remarques. J'appuie même avec mon téléphone sur cette plateforme-là et je peux accéder à ce rapport-là. Donc, réellement, c'était vraiment très utile et très efficace. Il m'a facilité. Je peux l'accéder de n'importe quel endroit et de n'importe par le téléphone ou par PC des autres ou dans l'institut. Donc, c'était vraiment, il m'a facilité le travail. Le web, c'est un assemblage de technologies. Il y a arrière vraiment des codes, il y a des codes sources. Chaque technologie s'occupe d'un problème ou d'un aspect. Donc, il y a ce que utilise et manipule le contenu, le HTML, le CSS, le XML, ce qu'on va voir ensemble. Il y a ce qui utilise la manipulation de contenu, ce qui est JavaScript. Le JavaScript, il va utiliser et on va manipuler ensemble ce qui est, par exemple, comme dans le cas pour remplir un formulaire dans un forum ou un site web, et par exemple, j'ai pas tapé de login, cette alerte où il nous informe, merci monsieur de taper
votre login, cette alerte et ce test, si j'ai tapé ou j'ai pas tapé login, c'est fait avec JavaScript. Au taille le login, est-ce qu'il est de 10 caractères ou il contient tel et tel caractère, tout ça, on va peut-être travailler un peu sur ça, c'est fait avec le JavaScript. Oui, il y a tout ce qui est processeur, ça c'est très avancé, c'est fait avec le Python. Déjà, ce Python-là, de nos jours, quelqu'un qui maîtrise le Python, vraiment, c'est le langage du monde. Environ plus de 50 personnes interrogées et il déclare qu'il utilise essentiellement le Python pour le développement web. Donc, le web, qu'est-ce qu'on a dans le web? Il y a l'interface utilisateur graphique. Il y a l'accès aux bases de données où il y a les générations des pages. Il y a la communication avec le serveur. Donc, on doit gérer l'interface dans les pages. Ces pages-là, où ils sont chargés? Dans le navigateur. Déjà, comme outil d'exécution, on va utiliser le navigateur. Lorsqu'on va taper des codes, pour voir le résultat, on va l'ouvrir avec Chrome ou avec Edge. On va voir le résultat avec un navigateur. L'application, elle peut être avec n'importe quel langage. PHP, JavaScript. C'est ça au niveau de l'application. Oui, il y a tout ce qui est communication avec le serveur. Bon, on ne va pas vraiment entrer dans les détails de cette idée-là, mais non, il y a une communication avec le serveur où l'utilisateur demande au serveur telle requête. Il permet d'échanger les informations. Il y a les délais d'attente, puis la réponse. Donc, tout ça, la communication avec le serveur. Donc, le principe du web, qu'on a des clients, il y a le serveur, le client c'est le user, ou le serveur, c'est une machine qui traite les requêtes du client et envoie une réponse. Donc, la technologie du web, elle se base réellement sur client-serveur. Cette technologie-là, elle est utilisée pour le World Wide Web, pour le web. Donc, le navigateur web, réellement c'est le user, donc c'est l'outil du user. Il envoie au serveur des requêtes. Il demande telle chose ou il veut sélectionner telle chose. Le serveur répond aux demandes en envoyant les pages au navigateur web. Puis, le navigateur affiche cet résultat. Elle affiche ça à l'utilisateur. Donc, il l'affiche façon l'utilisateur, il comprend ça. Donc, voilà le principe. Le client, il envoie le serveur, il y a requête, réponse, et parfois, il prend du temps. Par exemple, si la requête il est vraiment importante, c'est-à-dire importante. Donc, la requête, elle va fouiller beaucoup dans la base de données pour trouver le résultat. Donc, si la requête plus la requête est précise, plus le délai d'attente il sera moins. Plus la requête est générale, si je dis je veux sélectionner les étudiants, quels étudiants, de quelle base de données, de quelle, certes. Donc, c'est ça, plus tu seras précis, plus tu auras de réponses rapides.
Voilà le principe. Le client, c'est votre ordinateur. Alors, le client se connecte au serveur. Il essaie d'échanger les informations avec le serveur. Oui, ferme la connexion. Donc, voilà les tâches d'un client. Pour le serveur, il attend une connexion de la part du client. Il accepte la connexion avec le client. Il échange les informations. Puis, il ferme la connexion. Donc, ce sont les tâches pour chacun d'eux. Donc, il y a dedans tout un mécanisme, ce protocole et les couches TCP/IP et les protocoles HTTP. Voilà, il y a dedans tout un mécanisme et tout un grand fonctionnement derrière. Donc, pour faire la connexion, l'établissement de la connexion, le client se connecte au serveur. Il faut deux informations. L'adresse IP du serveur, ce que identifie la machine. Chaque machine, il a une adresse IP sur un réseau Internet ou sur un réseau local où il y a le numéro de port pour gérer les requêtes avec le serveur. Donc, le IP, c'est généralement l'identifiant d'une machine sur Internet. Donc, peut-être vous posez la question lorsque parfois un logiciel ou une application, il vous donne une période d'essai, puis je demande de nouveau, il te dit non. Comment il a su que c'est bon, yani, tu as terminé ta période d'essai, tu as terminé le 30 mois d'essai, puis tu fais l'installation de cette application dans un autre ordinateur et juste, tu changes l'ordinateur, il te donne de nouveau une autre période d'essai. Donc réellement, il ne se communique pas avec toi, la personne, il se communique avec le PC. Le PC, pour lui, il est identifié avec IP. Comme nous, les personnes, chacun, il a son identifiant, le SI, le numéro de carte d'identité. Pour le PC, l'adresse IP dans le serveur, c'est unique. Donc, pour faire la connexion, le client se connecte au serveur, puis le serveur répond au client. Il faut également le nom d'hôte, le client, et le numéro de port. Le numéro de port, c'est le moyen de gérer, le moyen de communication où les requêtes seront gérées. Pour les applications web, réellement, ce sont des logiciels d'application hébergés sur un serveur et accessibles via un navigateur. Donc, on ne fait pas l'installation d'une application web. On peut l'installer, mais une application web, c'est une application hébergée sur un serveur. Comme l'exemple de l'éditeur du texte, là où j'ai parlé, l'Overleaf. L'application web est gérée par un navigateur web. Donc, en utilisant les notions de web, les liens hypertextes, les notions de web, et exécutée à l'aide du serveur via le navigateur.
on peut manipuler l'application web directement en ligne grâce à un navigateur web, comme le cas maintenant de notre cas de l'enseignement en ligne pour chacun utilise le Teams avec le navigateur sans l'installer, ou il y a d'autres, ils l'installent. C'est vrai, lorsqu'on fait l'installation, on risque pas de problème de manipulation. Parfois, lorsqu'il est sur le serveur, il y a quelques ambiguïtés, mais on peut faire l'affaire. Moi, personnellement, j'ai pas fait le téléchargement et je travaille sur le navigateur. Donc, qu'est-ce que je viens de dire? Alors, les applications web, parmi eux aussi, on peut citer les sites web. Donc, les sites web, réellement, ce sont des applications web. Donc, qu'est-ce qu'on a comme des exemples pour les applications web? On peut faire tout de nos jours-là, une application de gestion de réservation par un hôtel. Je pense que tout le monde, même ils n'en font pas le booking réellement sur le web, mais je pense qu'ils consultent le booking et ces sites-là qu'on a sur Google pour voir, même pour avoir fourchette de prix ou de voir la disponibilité dans telle période, est-ce que l'hôtel il est disponible ou non, ou il y a la disponibilité du billet ou non, pour voir les prix, pour voir tout. Aussi, il y a de nos jours ce qu'on appelle les avis des utilisateurs. On fouille dans l'Internet et on voit et on lit sur TripAdvisor, sur tel et tel. Ils disent que non, le service n'est pas bien. Des gens qui disent non, j'ai eu ce problème-là. D'autres disent non, c'est parfait. Donc, je pense que c'est une bonne méthode et elle a su ses résultats de nos jours-là. La preuve, lorsqu'on est allé à un hôtel où il nous exige ou nous donne cette fiche pour donner nos avis, ou nous exige de donner une étoile ou donner un avis. Donc c'est bien d'être jugé ou d'être contrôlé. De nos jours, il y a le web où tout le monde est libre et il peut donner ses avis. Même, je sais pas, où chacun il a un problème avec telle personne, ou il a un problème administratif de nos jours, il partage sur le web et il demande l'aide ou il demande d'avoir son droit. Généralement, il est écouté, il a eu un résultat à la fin. Même au niveau politique et au niveau ministère, de nos jours, il y a des consultants, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, pour voir qu'est-ce que les gens ils sont en train de dire, de partager, ou même lorsqu'ils vont prendre une décision au niveau confinement, ou je sais pas, n'importe quelle décision, ils lancent parfois des sondages ou de voir les gens, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, est-ce qu'ils sont pour, est-ce qu'ils sont contre, est-ce qu'ils sont 50-50. Donc, je pense que le web, vraiment, il a son rôle, il a sa place de nos jours. Ouais. Il y a les applications de facturation en ligne. On peut tout payer en ligne, payer la facture téléphone, faire la réservation pour la voiture, faire telle application. C'est vrai qu'il y a des gens, ils ont peur d'entrer leurs données de carte bancaire. Il y a les hackers, il y a ce que volent les données et les informations. Mais il y a des gens qui disent non, c'est pour moi, je peux tout payer en ligne, j'ai la paye, je fais pas de queue, je me déplace pas et je peux le faire de chez moi.
Un outil de gestion de dossier de patient. Bon, je pense qu'en Tunisie, il n'est pas vraiment le cas. Peut-être le Covid nous a obligés d'utiliser l'Internet, comme je viens de dire, le cas de learning, l'enseignement à distance. Le Covid il nous a obligés de faire ça. Donc, aussi pour la gestion des dossiers de patients, je sais pas, comme par exemple en France, si je veux prendre un rendez-vous avec un tel médecin, je sais pas, allô, est-ce que je peux? Non, il y a sur Internet l'annuaire et tu vois la disponibilité de cet médecin-là, même si c'est loin de ça. Ils font la répartition des patients. Ils veulent faire que ce soit égal, c'est-à-dire c'est pas un médecin, il a 15, je sais pas, c'est pas 15, il y a 100 patients et l'autre il n'a pas. Donc il y a un nombre et si tu veux prendre un rendez-vous, donc si ce médecin-là, c'est bon, il a 20 rendez-vous, c'est bon, tu ne peux plus réserver avec ce médecin-là, tu vas pour l'autre qui n'a pas de rendez-vous. Donc cette idée-là, vraiment, il est importante. Il est importante pour euh, faire la répartition des choses ensemble. C'est pas un qui a les queues et d'autres il n'a pas. Aussi, il facilite, tu sais que voilà, si c'est urgent, je vais chez ici ça, ce monsieur-là. Si c'est pas urgent, il te dit que il est complet après un mois ou je sais pas. Donc vraiment, je sais très bien qu'en France c'est très utilisé. Il y a des mises à jour surtout parce que parfois ils me disent oui en Tunisie il y a les plateformes, mais lorsque vraiment tu consultes, vraiment ils ne sont pas mis à jour et ils ne font pas les rendez-vous vraiment en ligne, etc. Vraiment, on, on avance, mais c'est pas tout à fait le parfait. Je sais, tout ce qui est en ligne en Tunisie. Moi, personnellement, j'ai toujours des problèmes avec Orido. Je ne veux pas me déplacer pour payer les factures. J'ai téléchargé l'application MyOrido. À chaque fois, il y a des problèmes et je ne peux pas payer. Parfois, il prend l'argent et les factures ne sont pas payées. Donc, il y a encore des ambiguïtés. Donc, les applications web, euh, c'est la portabilité. On peut le fonctionner fonctionne sur tout navigateur, comme du, le cas que j'ai cité, l'Overleaf, où le, j'ai tapé le rapport, le manuscrit de ma thèse. Aussi, on peut sauvegarder nos données. Par exemple, si tu as des données importantes ou des images, on peut les mettre sur le drive et après, on risque pas si le disque dur est endommagé ou si je veux les accéder de n'importe quel endroit. C'est facile l'utilisation des applications web. Généralement, c'est pas compliqué ou c'est pas un logiciel qui ne peut pas les utiliser. De, de nos jours, de plus en plus, il y a des experts qui utilisent tout ce qui est interface machine, ils utilisent la facilité, il essaie de faciliter les tâches et de créer des interfaces simples juste par clic, on fait ça, c'est pas des trucs très compliqués. Pas de limitation de nombre d'accès, je peux accéder sans limite pour telle page. Bon, pour la sécurité, oui, il y a les HTTPS et des trucs sécurisés, mais entre parenthèses, ça reste toujours, il y a des gens qui essaient de crypter et d'entrer et de faire l'accès aux données des autres gens.
Donc, voilà le principe. On a un programme client, on a le client, il envoie des requêtes, il envoie des demandes. Ces trucs-là, ils sont traités via l'Internet et ils sont envoyés pour le serveur et le serveur répond à ces réponses, à ces demandes-là, à ces requêtes-là via l'Internet. Donc, chaque machine, généralement, propose un ensemble de plus en moins important de documents qui sont transmis sur le réseau par l'intermédiaire d'un programme serveur. Donc, par exemple, l'Apache, si on est arrivé à la fin de faire le PHP, on va se connecter sur Apache. C'est un serveur open source. Il est utilisé pour des sites simples, pour créer des blocs ou faire des tâches simples. Ce programme dialogue avec le programme client qui est situé dans n'importe quel réseau pour répondre à ces informations-là. C'est-à-dire, un simple exemple. Par exemple, on crée la base de données de pour les étudiants de notre classe. Chaque étudiant, il fait remplir le formulaire, tac, 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 le nom, le prénom, le signe, nationalité, l'âge, je ne sais pas. Donc, ces informations-là, ils seront stockées. Puis, moi, si je veux accéder à ces informations-là, je me connecte sur Apache, sur le serveur. J'envoie une requête, par exemple, je dis, je sélecte les garçons ou je sélecte, donc je fais la sélection des données selon le sexe ou je sélecte, je sais pas, celles qui ont, par exemple, le nom Mohamed, ont le même nom. Donc, j'envoie des requêtes et puis le serveur, il me répond, il me donne les informations qui répondent correctement à ces requêtes-là. Donc, ces informations-là, généralement, bien sûr, ils seront affichés sur le navigateur. Donc, le programme client, c'est toujours le navigateur, l'outil. Nous, les users, l'outil d'affichage ou de voir les résultats, c'est le navigateur. C'est ce dialogue-là avec le client-serveur, le dialogue entre le programme serveur et le programme client s'effectue selon les règles précises, selon le protocole du web. Donc, tout site web est constitué d'une machine connectée à Internet, sur Internet, pour communiquer avec le serveur web. Le serveur, il est en attente des requêtes pour qu'il réponde à ces requêtes-là. Donc, voilà l'idée. Il y a le client qui utilise le navigateur. Il se connecte à un serveur via l'Internet. Puis, le serveur, il est en attente de requêtes. Il est toujours en attente. Il attend s'il y a un client qui veut se connecter, il veut quelque chose. Quand la requête est reçue, le programme serveur, il analyse cette requête-là afin de déterminer quel est le document demandé. Il recherche ce document-là dans la base de données et il essaie de transmettre la réponse au programme client. OK. Donc, c'est quoi le protocole utilisé? Tout d'abord, c'est quoi un protocole? Un protocole réseau décrit la façon dont les informations sont échangées pour pouvoir communiquer. Alors, il y a différents éléments, il y a différentes couches, il y a différents outils de réseau vont être utilisés pour faire la communication. Donc, le protocole utilisé sur l'Internet, c'est le TCP/IP. Donc, le TCP/IP représente l'ensemble des règles de communication sur Internet. Qu'est-ce que ça veut dire? TCP/IP, c'est Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Donc, voilà ce qu'il y a dedans, les couches
Ça, généralement, il est fait lorsque, dans la matière réseau, c'est les couches où chaque couche réseau, il y a dedans des fonctions, des tâches à faire. Donc, le TCP/IP, il utilise l'IP, c'est l'Internet Protocol. Il donne une adresse unique sur le réseau pour faire l'échange entre les ordinateurs. TCP définit l'établissement et le contrôle de la transmission. Donc, vous voyez que dans le TCP/IP, il y a plusieurs protocoles. Ben, comme le FTP, le HTTP, il y a dedans plusieurs protocoles qui fournissent certaines tâches. Bon, réellement, la connaissance de l'ensemble des protocoles TCP/IP n'est pas vraiment essentielle pour un simple utilisateur. Réellement, pour faire la programmation web, on n'a pas besoin réellement de voir tout ça, juste pour comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans, mais réellement, on ne va pas détailler ça. Donc, comme le cas pour un utilisateur de télévision, il n'est pas essentiel de comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a dans le réseau audiovisuel. Donc, ça, ces couches-là et ces détails-là, ils sont pour les personnes qui désirent administrer ou maintenir un réseau ou faire le réseau. Mais pour nous, pour la programmation web, juste pour comprendre la notion et le principe. Donc, les protocoles, il y a plusieurs vraiment, je vais juste citer quelques-uns. Donc, il y a le HTTP, Hypertext Transfer Protocol. C'est un protocole de transfert hypertexte pour naviguer sur le web. Il y a le HTTPS pour la version sécurisée. Je pense que tout le monde, peut-être, il a passé par ça. Parfois, tu dis que la navigation est sécurisée, on ne peut pas accéder à ce site. Juste, tu enlèves le S, tu peux accéder à ce site-là. Il y a FTP, File Transfer Protocol. C'est un protocole destiné au transfert des fichiers informatiques. Il y a SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, protocole utilisé pour transférer le courrier électronique vers les serveurs de messagerie, tout ce qui est transfert de mail. Il y a IMP, Internet Message Access Protocol, protocole utilisé pour consulter le courrier électronique. Mais ce que je viens de vous dire, que seulement le protocole HTTP, c'est le plus utilisé. On ne fait pas, bon, maintenant je vais envoyer un mail. Alors, je vais faire SMTP. Maintenant, je vais transférer un fichier. Je vais faire FTP. Non, en général, depuis les années 90, tout le monde, ils sont en train d'utiliser le HTTP. Donc, le HTTP, c'est hypertexte, donc vous voyez l'hypertexte, donc le protocole de transfert, il est basé sur l'hypertexte. Transfer protocol désigne le langage informatique de communication entre le client et le serveur. Dans le World Wide Web, bien sûr, dans le web. Le HTTP, c'est un protocole informatique qui est en train d'échanger les informations entre les machines sur Internet pour faciliter la communication entre les machines. C'est un protocole de transfert d'informations via hypertexte. Donc, ce que nous permet réellement d'accéder au contenu des pages web et d'utiliser le web via le navigateur. Donc, n'importe quel document disponible sur Internet, il est échangé réellement à travers le protocole HTTP. Donc, le principe central du web, c'est la transaction HTTP. Le HTTP établit une liaison, il fait la liaison entre un ordinateur client et un serveur web. Donc,
Le premier, c'est ça le principe. Le client, via le navigateur, envoie une requête. Le second, lui apporte, le serveur lui apporte une réponse. Presque, on dit bien instantané. On ne prend pas un délai d'attente, un grand délai d'attente. Donc, la localisation d'une ressource sur le web se fait par l'URL. L'URL, c'est l'identifiant. Toutes ressources sur le web sont identifiées par leur URL. L'URL, c'est Uniform Resource Locator. C'est l'adresse d'une ressource donnée unique sur le web. Réellement, l'URL, c'est une chaîne de caractères qui permet d'identifier une ressource dans le World Wide Web. C'est quoi? C'est le www. Je sais pas quoi. C'est ça, c'est l'URL. C'est l'identifiant d'une adresse web. Je sais pas si vous avez des questions ou vous avez quelque chose à dire jusqu'à maintenant. Je sais que c'est une introduction, mais j'essaie de simplifier les choses. Oh, madame. Yeah. Ce que je veux savoir, est-ce que vous avez vraiment, vous savez, le web, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a utilisé le HTML ou le CSS? مش الكل، فما يجيو من البريبرا مادام. أنا مثلا عامل حتى أنجولار سبرينج بوت ديفلوبمون ويب جملة، فما عباد لي. Ok. Donc, euh, qu'est-ce que je viens de dire? Il faut savoir, pour le web, il y a les sites web statiques. C'est une page web dont le contenu ne varie pas en fonction de caractéristiques de la demande. C'est-à-dire, à un moment donné, l'internaute, l'user demande la page et reçoit toujours le même contenu. Donc, le web statique, réellement, c'est un web non interactif, ne dispose pas vraiment beaucoup d'informations, il contient peu d'informations. Pour le site web dynamique, c'est un site qui est généré dynamiquement et les pages sont modifiées à la demande, le contenu, il utilise des scripts et des langages de programmation, il accède aux bases de données pour comme par exemple le cas de remplir des formulaires. Lorsqu'on fait puisque une page, il demande de remplir telle information et en haut de la page, il en met Foulen, il écrit ton nom et prénom, donc c'est une page dynamique, il est modifiable selon les besoins, selon le user, selon le remplissage du formulaire. Donc, pour le site web statique, c'est fixe, le contenu ne change pas. Pour le dynamique, à chaque fois, à chaque consultation, on peut avoir des données. On peut changer en fonction de l'utilisateur. On peut avoir multi-utilisateurs qui utilisent cette page-là. Donc, pour nous, on va faire les pages web statiques. Donc, on va commencer avec HTML, qui ce langage, ce type de langage programmation, il va traiter les pages web statiques. Puis, on va utiliser CSS, les feuilles de style, pour mettre en forme nos pages et pour faire des mises à jour. Puis, on va utiliser tout ce qui est programmation dynamique côté client en utilisant le JavaScript et les scripts. Donc, réellement, il y a plusieurs langages utilisés.
Par exemple, il y a le Python. Il est utilisé sur le web. Vraiment, ce langage-là est polyvalent et de haut niveau. Ces dernières années, vraiment, le Python a fait vraiment un exploit au niveau deep learning, au niveau sciences des données, intelligence artificielle. Même, il y a des gens qui l'utilisent pour le web. Vraiment, c'est un langage récent. Moi, personnellement, lorsque j'ai fait mes études, il n'y avait pas de Python. Mais maintenant, à la fin de ma thèse et à la fin de mon doctorat, j'étais obligée de faire le Python pour faire tout ce qui est machine learning et pour faire tout ce qui est deep learning. Donc, vraiment, le Python, c'est un langage important. Il y a des gens qui utilisent le C++. Donc, le C++ est présent dans de nombreux domaines. Peut-être c'est facile, ne soit pas le langage de programmation le plus facile à comprendre ou à apprendre pour un débutant, mais il est vraiment présent dans plusieurs domaines. Je pense que peut-être l'un de vous qui a utilisé pour faire des programmations ou pour l'utiliser dans des systèmes d'exploitation. Même, il est utilisé pour des navigateurs web. Il y a le C#, peut-être il est classé 4e sur le web le plus utilisé en 2022. C'est un langage orienté objet. Il essaie d'organiser les objets. Ses caractéristiques sont très similaires à celles du Java. Il y a aussi le PHP. Je pense qu'il est classé 7e sur le web le plus utilisé. C'est un langage de programmation très populaire pour le développement web. D'énormes entreprises comme Facebook, Wikipédia l'utilisent. Il est demandé sur le marché. Bon, ce langage, on peut dire qu'il est plus facile à apprendre et à utiliser et à programmer, n'est pas assez compliqué. Il y a le JavaScript aussi, je pense qu'il est classé 8e sur les langages de programmation les plus utilisés. Donc, il permet l'interactivité et de créer des boutons, de faire le style dynamique, l'animation pour faciliter l'interface user. Donc, pour nous, normalement, on va commencer avec le HTML. La semaine prochaine, on va faire le HTML. On va comprendre la notion de HTML. On va le traiter, on va avec le HTML faire tout ce qui est mise à jour, tout ce qui est gras, souligné, italique. Puis, on va traiter tout ce qui est des tableaux, comment on crée des tableaux, comment on fusionne. Puis, à la fin du HTML, on va créer tout ce qui est formulaire, comment faire un bouton, faire zone du texte pour taper des descriptions. Donc, pour moi, le HTML, c'est comme, je dis toujours, c'est comme le Word, c'est un éditeur de texte pour le web. Donc, je fais le traitement sur dans la partie code, puis je vois le résultat dans le navigateur comme pour le Word. Juste avec le HTML, je peux changer la mise en forme, taper le texte, faire souligner, retour à la ligne. Puis, on va faire le CSS. Le CSS, tout ce qui est mise en forme, ce sont des feuilles de style qui nous permet de modifier les styles et donc, même chose, on peut faire le gras avec le HTML ou avec le CSS. Mais réellement, le CSS, ils ont été apparus pour faciliter les tâches, surtout dans le cas des feuilles de style externe. Par exemple, si on veut créer un site web et dans cette classe, par exemple, on veut utiliser même template. Donc, il suffit de créer une feuille de style.
Puis, tout le monde, il fait l'appel de cette feuille de style. Alors, on aura tous même mise en forme et même style. OK? Puis, on va faire le JavaScript. Donc, le JavaScript, il va intégrer le parti interactivité. Donc, on va faire quelques contrôles et on va, par exemple, avec le JavaScript, on va faire des contrôles de saisie, contrôles de sélection. Donc, on crée le formulaire avec le HTML. On fait, par exemple, créer un formulaire pour un utilisateur qu'il va remplir son login, son password, son nom, prénom, ces informations-là. Puis, l'intégration du code JavaScript pour contrôler ces champs-là. On peut même pour un seul champ, on peut faire plusieurs contrôles. Si la chaîne de caractères, si chaîne de caractères est par exemple de telle taille, il faut taper de nouveau et faire de nouveau saisir ce champ-là. Ce sont des contrôles. Le JavaScript, il essaie de faire des contrôles sur les champs et sur les logins. Je vais vous montrer, voilà, un code qui est écrit avec le HTML. Donc, j'utilise le Notepad. Donc, le langage web, il utilise tout ce qui est balise, c'est-à-dire balise, c'est ouvrir celle-là et fermer celle-là. La première balise écrite en langage HTML, c'est on ouvre HTML avec slash, c'est-à-dire fin. Cette balise-là, ça veut dire fin. Head, c'est la partie en tête qu'on a dans le navigateur. J'ai fait title, ma première page en HTML. Puis, le body, c'est le contenu de notre page web HTML. Voilà, on va taper par exemple, voici ma première page web. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'enregistrer .html, puis je vais l'afficher avec un navigateur. J'obtiens cette page-là. Donc, ma première page en HTML, ça, c'est l'entête qu'on a pour la page web. Ça, tout ce qu'on a dans le body. Par exemple, je vais modifier. Je fais simple à l'afficher son, actualiser, F5. Donc, vous voyez que l'entête de la page, il est devenu essai. Donc, hit, c'est la partie en tête de notre page web. Body, c'est tout ce qu'on a dans la partie dedans, le contenu du document. Donc, les langages web, ils se basent sur la notion de balise, on ouvre et on ferme. Il y a des balises, ce que l'ordinateur il comprend. Donc, c'est-à-dire lorsque l'ordinateur il voit ce code-là, il voit le mot HTML, donc il comprend qu'il aura un code en HTML. Lorsqu'il voit cette balise-là, tac, 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 il va analyser ça. Avec cette balise-là, il comprend que c'est la fin parce qu'on a un slash balise. Puis, il fait l'interprétation de cette balise-là. Il comprend que hit, donc il y a les fonctions de HTML. C'est ça ce qu'on va voir avec le HTML. On va voir ces balises-là pour être capable de communiquer avec l'ordinateur. C'est quoi la balise pour dire gras? C'est quoi la balise pour dire italique? C'est quoi la balise pour dire souligné? Donc, on va voir ces balises-là et comment on va les traiter. Donc, l'ordinateur, il voit le mot hit au niveau balise. Puis, title, il comprend que c'est l'entête de la page. Ça, c'est la partie en tête.
Puis, body, c'est le contenu de notre body. Alors, qu'est-ce que j'ai tapé? Voici ma première page web. Si, par exemple, je veux faire retour à la ligne, je tape la valise responsable à la retour à la ligne que c'est BR. Je fais enregistrer, actualiser. Donc, il a compris que BR, lorsqu'il est en train d'interpréter ce que j'ai, il trouve BR, donc il comprend qu'il va retourner à la ligne. Ce qui est important et ce qui est vraiment, on doit le comprendre, que ce qui est là, entre inférieur et supérieur, ne sera pas affiché dans le navigateur. Ça, body, c'est pour communiquer avec l'ordinateur pour qu'il comprenne que c'est la partie body. Ce qui est hors de la balise n'est pas interprétable. Il est affiché tel qu'il est. L'ordinateur, le navigateur, il ne sera pas capable d'interpréter un mot sans inférieur et supérieur et sans que le mot entre inférieur et supérieur, ça sera parmi ses fonctionnalités. Yani quelque chose que l'on connaît. يعرف HTML, HTML, head, title. Donc, même si tu mets n'importe quoi devant un inférieur et supérieur, il dit c'est quoi? Je ne connais pas ces mots-là. Donc, pour faire une balise, il faut la mettre entre inférieur et supérieur. Il faut qu'elle soit parmi les fonctionnalités de HTML. Ce qui est hors de les balises, il est affiché tel qu'elle est. C'est-à-dire, si je fais des fautes d'orthographe ou je ne fais pas d'espace, il l'affiche tel qu'elle est. Hors de la balise, si j'écris du n'importe quoi, il l'affiche tel qu'elle est. OK? Ok, madame. Il n'y a pas de question? Pour moi, non. Les autres? Non, madame. C'est Non, clair? non. Mais c'est bon, madame. C'est tout. Non, je parle de la première partie. Normalement, on a perdu, n'est-ce pas? قسم هي Non, reste non, enregistrée. madame. طابقة ما الدفع. انجستري مدام من بعد شوية تاع صاير ساعة تطابق في الديسكسيون. Oui. Donc, je vais commencer la partie HTML. Donc, le HTML, c'est Hypertext Markup Language. Donc, c'est un langage de description. Ce n'est pas un langage de programmation. On est en train d'écrire qu'est-ce qu'on a dans le document. On n'est pas en train de programmer. Il n'y a pas de boucle for ou des boucles itératives, if. Non, le HTML est un simple langage de description. Il permet de structurer un document pour la navigation hypertexte. C'est le HTML, c'est la base pour faire la navigation en hypertexte. Donc, je sais que de nos jours, il y a plusieurs d'autres langages modernes et plus puissants, mais toujours pour débuter et pour commencer, on commence par le HTML, c'est parce que c'est le plus simple à expliquer, c'est le plus simple à comprendre. Oui, si tu comprends la notion de balisage et tu comprends la notion de programmation web, puis toute seule, tu peux faire les updates et faire les mises à jour. Si c'est un web sémantique comme le XML ou l'XPath ou n'importe quel langage de programmation, tu comprends notion.
comme pour un programmeur, le développeur, s'il comprend la notion de C++, puis il peut faire des mises à jour pour n'importe quel langage de programmation. Donc, le HTML nous permet, il est simple, il nous permet de structurer, de naviguer, de décrire et de mettre en forme des documents. Je pense que ça ne va pas poser beaucoup de problèmes parce que vraiment, je sais qu'il est simple à comprendre, il n'est pas compliqué. Ça reste la notion d'apprendre les balises. Ça se vient avec le pratique. Je me dis comment moi je sais que B c'est gras, I c'est italique. Ça, à force de travailler, de répéter, comme par exemple le printf ou le scanf pour le C. Donc ça se vient avec l'apprentissage. Mais réellement, il n'y a pas vraiment quelque chose de compliqué. Donc, il permet d'intégrer le texte, l'image, les tableaux, peut-être la notion tableau un peu lorsqu'on va fusionner des cellules. Il y a vraiment quelques trucs, mais ce n'est pas assez compliqué. Donc, le HTML, c'est le responsable de créer des sites web. Même lorsqu'on va intégrer le JavaScript ou on va intégrer le CSS, ça reste toujours dans une page HTML. Toujours dans une extension .html, là où on va appeler, où on va... OK, on peut l'écrire dedans, dans la page HTML, ou il y a la déclaration externe, mais réellement, le document, il sera appelé dans une page HTML. Donc, lorsqu'on dit HTML, on dit balisage. Déjà, markup, c'est-à-dire balise, balisage. Balise, c'est ce que je viens de le dire tout à l'heure, c'est l'inférieur supérieur. Lorsqu'un mot entre inférieur et supérieur, on l'appelle balise. Donc, première chose à définir pour un langage HTML, la description se fait par la balise. Les balises présentent l'élément principal, l'élément de base pour un langage HTML. Il est généré avec ces deux signes inférieur, supérieur, où on va mettre dedans le nom de la balise. Alors, le principe qu'il y a une balise possède une balise de début, une balise de fin. Donc, comme pour le C, par exemple, le function et le and, ou je ne sais pas, le and, c'est les accolades ou des trucs, accolades de début et accolades de fin, pour dire que les instructions, c'est bon, fin, ne sont pas dans la boucle for. Pour la balise, on a la balise de début et la balise de fin pour dire que c'est bon. On ne veut plus, par exemple, appliquer le gras pour ce texte-là. On ne veut plus appliquer changer de couleur rouge ou vert. Donc, ce qui est entre la balise de début et de fin, il respecte la balise dedans, il applique les normes qu'on a dans cette balise. Donc, les balises, réellement, ils ne sont pas visibles à l'écran de l'utilisateur, il ne voit pas ça. C'est le développeur qui fait ça. Donc, l'ordinateur ne voit que la balise et interprète que la balise. L'utilisateur ne voit que le texte hors des balises. Comme par exemple P, bonjour, l'ordinateur, il va comprendre le P, donc il comprend qu'il va créer un paragraphe. L'utilisateur, il va voir que le mot bonjour. C'est votre cas, je pense, parfois lorsque vous manipulez une page web et vous voyez le code source, vous ne comprenez pas ça. Par exemple, je ne sais pas, pour n'importe quel afficher le code source. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est le code source de la page où il y a le head, le style appliqué, c'est le style qu'on a appliqué, le body fin de HTML. Donc, d'habitude, lorsque vous voyez ces trucs-là, vous le fermez automatiquement.
Mais réellement, ça, c'est la partie développement. C'est comme ça qu'on dit parfois une page code source open. On peut accéder, d'autres non, ils ne veulent pas que leur code source, ça sera partagé ou ça sera manipulé. Donc, pour une balise, on a une balise ouvrante, c'est P. Lorsqu'on fait slash P, c'est une balise fermante. Donc, l'ouverture, c'est par une simple balise. La fermeture, c'est le même nom de balise, mais en ajoutant slash. Pour produire des pages HTML, de quoi on a besoin? On a besoin d'un navigateur où on va voir nos résultats et on va voir nos pages. Et on a besoin d'un éditeur, un éditeur HTML. Donc, par exemple, le Notepad. On peut même écrire dans un fichier bloc-notes, rien qu'en l'enregistre le point HTML, on l'ouvre avec le navigateur, on obtient cette page-là. Par exemple, le code que j'ai traité, je peux le mettre. Ah, il est texté. Ah. Donc, il suffit de taper, même dans un bloc-notes, on fait .html, on l'ouvre avec le navigateur. Vous voyez déjà qu'il apparaît avec l'icône navigateur. Donc, c'est-à-dire que c'est une page web. Alors, les principales parties, de quoi il se compose un document HTML. La première chose à faire, c'est HTML pour une balise de début, puis slash HTML pour une balise de fermeture. Donc, avec HTML et slash HTML, on va créer une page HTML. Puis, avec la balise head qui contient la balise title, puis on ferme la balise title, puis on ferme la balise head, c'est la partie en tête. Et la partie responsable pour traiter le document, le corps, c'est on ouvre la balise body, là où on va mettre notre contenu et on va traiter notre document. À la fin, toujours, la dernière chose à écrire lorsqu'on termine notre code, c'est slash body. Bien sûr, puis slash HTML. Donc, lorsqu'on voit la balise HTML, c'est-à-dire on avertit le navigateur qu'il va afficher une page HTML. Là, on commence le code. Toujours, on commence par la balise HTML. Puis, la seconde balise, cette balise, elle est placée la dernière et on veut dire, signifie que c'est la fin de votre code. C'est bon, on a terminé. Pour le head, c'est la première balise head, c'est elle ouvre l'entête de votre page. Elle contient les informations générales sur le document, tout ce qui est en tête, si on veut intégrer des pages ou bien intégrer des styles. Là, vous trouvez cette balise après la balise HTML. On a title, là où la première présente toujours. Hein. Title, c'est vente, slash title, c'est la fermeture. Donc, là où on va
traiter où on va présenter la partie titre de votre page web. Donc, le navigateur affiche ce titre-là comme en tête pour la page web. Là, voilà, derrière, la seconde valise renferme le slash pour dire que c'est bon, on a terminé la partie title. Pour la balise body, elle annonce le début du corps pour dire que là, on va faire la partie page web où on va ajouter du texte, les images, on va faire les traitements. Elle est toujours placée, bien sûr, devant la balise en tête. Je dis et je redis, et peut-être vous voyez pourquoi madame elle répète, parce que je sais par expérience, après, ça sera tout confondu. Celui-là ne ferme pas title, celui-là, il ne met pas body, il ne met pas HTML. Bon, peut-être lorsqu'on va faire le HTML, il n'est pas vraiment strict. Le HTML, il est miable, il est souple. Donc, il affiche le résultat, ça ne pose pas de problème. Mais après, dans la partie JavaScript, lorsqu'on oublie de fermer une balise ou de ne pas mettre le code dans le body, ça n'affiche pas de résultat. Donc, lorsque je fais le JavaScript, je sais très bien que madame, pourquoi, mais finalement, il n'y a pas vraiment le respect d'ouverture, de fermeture de balise. Donc, dès le début, on doit apprendre que chaque balise, il y a des exceptions, il y a des balises qui ne nécessitent pas une balise de fin, on va aller voir. Mais le plus important, c'est de garder les principes et de toujours on ouvre une balise, on ferme une balise pour avoir l'habitude, pas pour ne pas arriver partie JavaScript et ça va nous poser des problèmes. Donc, ce code-là, comme code d'essai, déjà on a fait un essai. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le premier essai. On a enregistré cette partie-là, .html. Aussi, le côté .html, ça pose un problème. S'il ne porte pas l'extension .html, le code, la page ne sera pas affichée dans le navigateur. Donc, on tape ça dans un éditeur de texte, on enregistre le .html, on fait exécution, on l'ouvre avec Chrome ou n'importe quel navigateur, ou bouton droit ouvrir avec le navigateur, on aura cette page-là. Donc voilà, premier essai. Vous êtes là? On avance de plus? Ça va? Oui. Oui. C'est clair? Oui. Ok, parfait. Donc, le HTML se compose d'une série d'éléments donc, c'est ces séries d'éléments qui va nous donner le droit de créer et de manipuler. C'est-à-dire, par exemple, il y a l'élément table. Donc, c'est un élément, c'est une atout nous donne le HTML pour créer la balise table, pour créer l'élément table. Donc, l'élément, il est bien sûr structuré et contenu dans une balise, où généralement, il est inséré entre la balise de début et la balise de fin. Puis, pour donner plus de précision, chaque élément HTML peut avoir des attributs, les caractéristiques. Ou un élément, il peut avoir un ou plusieurs attributs. Donc, l'attribut, il va nous donner des informations supplémentaires. Il va nous donner des valeurs supplémentaires pour configurer, pour donner plus de détails ou de précision. Il se place bien sûr l'attribut après le nom. C'est obligatoirement parce que c'est lié, c'est une caractéristique pour l'élément. Par exemple, pour le table, le tableau,
pour faire un tableau, il a comme attribut border pour donner les caractéristiques des borders. Il a comme attribut width pour donner la largeur du tableau. Si on met directement width dans une balise, ça n'affiche rien. Donc, la présence de l'attribut, c'est obligatoirement dans la balise élément. Voilà quelques balises pour dire que j'ai un texte en gras, on écrit B. B, c'est-à-dire je veux que le texte sera affiché en gras. Pour faire l'italique, on fait I. I, on ouvre I, on met le texte dedans, on ferme le I, donc on aura le texte affiché en italique. Une petite remarque, le HTML n'est pas sensible à la case. Ça ne pose pas de problème, majuscule, minuscule. Je fais le B majuscule, puis je fais minuscule. Ça ne pose pas de problème. Pour le JavaScript, oui. Oui. Le JavaScript, ça pose de problème. Pour le HTML, il est gentil, le HTML, donc il n'est pas exigeant, il laisse passer le tout. Donc, pour faire un texte souligné, on met U. Donc, c'est ça la petite ambiguïté au niveau de ce cours-là. C'est juste de savoir que le B, texte en gras, pour dire le I, c'est texte en italique. U, c'est souligné. Donc, de manipuler ces trucs-là et de manipuler ces balises-là, tout simplement, c'est avec l'apprentissage. C'est à force de faire des exercices, ça sera... Parce que le jour de l'examen, lorsque je vais demander de faire le gras pour ce texte-là, il y a des qui ne font pas des exercices, madame B ou I, je sais pas, j'ai oublié. C'est ça, juste. Mais vraiment, le principe, il est simple. Vraiment, il n'y a pas de grande programmation dedans. C'est pas comme le C. Ouais. Pour dire qu'on a des parties, des blocs dans notre texte, il y a le P. On ouvre le P, on ferme le P. Aussi, on ne va pas voir toutes les balises qu'on a pour le HTML. Je vais citer les plus utilisées, les plus, je sais pas, les plus fréquentes peut-être, ou les nécessaires pour créer un simple document. Mais il y a vraiment plusieurs. Même moi-même, je ne connais pas tous les balises qu'il y a. Je sais pas. OK? Donc, à chaque fois, je découvre qu'il y a telle et telle et telle, je sais, OK? C'est avec l'utilisation. Parfois, j'ai besoin de telle fonction, donc je cherche sur le web pour avoir le résultat. Donc, voilà un simple exemple où j'ai fait HTML pour dire pour le navigateur que j'ai une page HTML, puis je fais hit où je vais déclarer la partie en tête. Je fais title, j'ai mis l'exemple de Amélie, je ferme title, puis je ferme hit, voilà, j'ai terminé la partie en tête, puis je vais commencer ma partie corps, donc body. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans le body? B, le texte en gras, je ferme le B, puis j'ai mis BR. BR, c'est pour faire le retour à la ligne. I, le texte en italique, je ferme le I. BR pour faire retour à la ligne. U, le texte est souligné, je ferme le U, donc, puis je ferme body, je ferme HTML, j'enregistre ce code-là avec un nom .html, je fais l'exécution avec le navigateur, j'obtiens cette page-là. Donc, le texte en gras, le texte en italique, le texte est souligné. Vous voulez que j'exécute directement cet exemple ou c'est clair? Non, ça va, madame, c'est clair. Ok. Avez-vous des questions? Je vais m'arrêter à ce niveau-là. On continue ensemble la semaine prochaine.
en présentiel. D'accord. Vous avez des questions? Vous avez des remarques? Pour moi, non. C'est clair? Oui, oui. Oui, madame, ça va, c'est clair. Ok. Merci. Ah, Merci d'être là. Merci pour vous. Merci. Merci. À la semaine prochaine. N'hésitez allez, pas je coupe de me contacter s'il y a un problème. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.